Alors bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui cherche à démontrer que l'humanité a un sens, l'évolution de l'humanité a un sens, une orientation, un but. Nous construisons, l'ensemble humain construit sans le savoir, pour l'instant, encore, le paradis pour nos futurs descendants. On construit l'état de perfection qui concernera nos descendants il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais la plus grande partie du chemin, du travail, a été réalisée. Entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, on a fait la plus grande partie du chemin. Il reste une petite partie, quelques siècles, pour finaliser l'unité humaine, la paix universelle, un fonctionnement 100% écologique, la fin des frontières donc, la fin de l'homme loup pour l'homme, donc la maîtrise totale du comportement humain, et l'accession donc à la sagesse, à l'éveil, à l'amour absolu, à l'extase. Voilà le sens, à mon sens, de notre évolution, ce que nous construisons sans nous en rendre compte. Et il est peut-être temps maintenant de commencer à nous poser cette question, à remettre au goût du jour les réflexions téléologiques, les réflexions sur les fins dernières de l'évolution de l'humanité. À mon sens, ça évitera, une fois qu'on aura pris conscience de notre but, eh bien, il n'y a plus de raison d'évoluer de façon antagoniste en se mettant des bâtons dans les roues entre les Américains, les Chinois, les BRICS et les Occidentaux, le pillage avec les pays africains, dans les pays africains, etc., etc. La maltraitance des populations. Tout ça n'aura plus lieu d'être puisqu'on aura compris notre but. Donc voilà l'importance de réaliser ce que nous sommes en train de construire de façon inconsciente. Voilà, alors ça c'est la base de la théorie. Pour démontrer cette théorie, je m'appuie parfois sur des podcasts que j'écoute sur France Culture, ou là c'est sur France Inter, c'est une émission qui s'appelle La tête au carré. Et l'émission était consacrée à l'avant Big Bang. Il y avait un invité, Jean-Philippe Uzan, qui est un cosmologiste, directeur de recherche au CNRS. Et donc, c'est la 4e vidéo, et je lance la vidéo, je découvre en même temps, et puis je me permets des digressions, et je me permets d'utiliser ce qui est dit par ces scientifiques ou par ces philosophes, etc., pour préciser ma théorie. Voilà le but. Donc je lance. Calibrer ce modèle-là et on va le remonter le plus possible dans le passé jusqu'à un moment où on va arriver sur ce qu'on appelle une singularité, un moment où l'espace semble disparaître. Donc, et là, on va dire, on peut plus parler. Donc là, il y a la remontée, il parle de la remontée par les scientifiques du temps vers l'origine, vers ce Big Bang. Donc on essaye de monter le plus près possible de ce temps zéro, de ce départ de la création, pour comprendre ce qu'il y a là, et puis éventuellement pour essayer d'expliquer ce qui a engendré cet univers. Pourquoi il y a cet univers plutôt que rien? Qu'est-ce qui s'est passé avant le Big Bang? Parce que c'est ça la question. Parler de ce qui a avancé, comme si l'univers avait un bord, une limite. La relativité générale nous dit qu'après ça,
voilà, on ne peut plus appliquer la théorie, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps, il n'y a pas d'espace extérieur, donc en fait on est dans autre chose. Et donc c'est cet instant, mais qui est un instant théorique, qui sort des calculs, qui demande la compréhension du modèle théorique cosmologique en entier, qui nous permet de faire ces datations. Et donc on voit que ce temps, c'est un temps reconstruit. Ce qui montre une des grandes difficultés de la cosmologie, parce qu'il en est de même des distances. Les distances et les temps ne sont pas mesurés directement. Je ne peux pas prendre une règle entre ici et la galaxie, une galaxie lointaine. Quand je vous dis elle est à tant de milliards d'années-lumière, en fait se cache derrière tout le modèle cosmologique qui me permet de relier certaines observables et les exprimer en termes de temps ou en termes de distance. Et donc quand je vous dis Planck, c'est 380 000 ans après le Big Bang, c'est qu'il y a certaines observables. Et dans ce modèle-là, j'interprète ces observations pour arriver à la conclusion que le temps dans ce modèle est de 380 000 ans. Allez, on poursuit notre discussion Big Bang et avant Big Bang dans la tête carrée. On se retrouve juste après l'impératrice. Et vous répondrez bien sûr, Jean-Philippe Uzan, aux messages nombreux qui arrivent sur franceinter.fr. Qu'il recrée un mini Big Bang, le phénomène à l'origine de notre univers. Accéléré magnétiquement, Ball. 13h06, les groupes frôlent la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Le choc est multiplié par 3. Sur France Inter. Tonnerre d'applaudissements au centre de contrôle. 13h06, les physiciens réunis à Genève viennent de provoquer la plus puissante collision de tous les temps. Le précédent record a été multiplié par 3. Dans un tube circulaire de 27 km de circonférence enfoui à 100 mètres sous terre, ils ont accéléré magnétiquement deux groupes de particules, protons d'un côté, antiprotons de l'autre. Chaque groupe frôle la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Le choc frontal est inouï, si violent qu'il recrée un mini Big Bang, le phénomène à l'origine de notre univers. Nous reconstituons l'état de la matière tel qu'il était à peu près un 10 000 milliardième de seconde après le Big Bang. Disons à 10-13 secondes du Big Bang, c'est ça qu'on va essayer de reconstituer. C'est le genre de physique qu'on va étudier. Dans ce feu d'artifice de particules désintégrées, enregistré par des détecteurs aussi gros que l'Arc de Triomphe, les physiciens espèrent débusquer des éléments inconnus, vérifier des théories et peut-être même trouver le mythique boson de Higgs, cet élément théorique qui conférerait sa masse à la matière. De ce choc est peut-être née la physique de demain. Oh là là, c'est ancien ça. Alors, le boson de Higgs, que les physiciens, me semble-t-il, appellent la particule de Dieu. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a ce retour qui commence à arriver de façon un peu simpliste, mais l'union de travail entre physiciens, spirituels, philosophes, etc., est très important. À mon sens, maintenant, on est dans ce moment où on doit commencer à unir nos forces. Ça commence à exister, ça existe dans plein de domaines. On voit bien que même la médecine commence à s'intéresser à la médecine traditionnelle, aux chamans, aux médecines des Indiens d'Amazonie ou d'ailleurs. Voilà, on commence à voir à quel point on a besoin de ce travail commun. Et ce travail commun, il est fondamental. Et il est fondamental pour l'évolution de l'humanité. C'est complètement absurde, sur cette planète perdue au milieu de l'univers, que les Chinois et les Américains se tapent dessus, se mettent des bâtons dans les roues, s'empêchent de chercher, se volent des choses. Enfin, c'est une aberration. C'est une aberration que l'Occident aille piller encore l'Afrique au lieu de travailler de concert et de vraiment utiliser l'intelligence qui émerge d'Afrique, qu'on offre la nôtre, etc., et qui est vraiment un partage, une coopération. C'est la prochaine étape, la coopération. Après, on arrive à la symbiose, c'est-à-dire vraiment la coopération avec l'empathie, avec l'amour, et après, il y a l'osmose, après la symbiose. La finalité de l'humanité, c'est d'atteindre l'osmose, la vraie fusion entre les êtres humains. Voilà.
2010, vous vous rendez compte, Jean-Philippe Buzan, c'était il y a 8 ans, mais Le temps passe vite. il s'est passé tellement de choses découvertes depuis du fameux boson de Higgs. Bon, là, ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est de voir qu'on arrivait justement, avec des accélérateurs de particules comme au CERN à Genève, à recréer finalement un mini Big Bang. On rejoue Big Bang, c'est exact ça ou pas? Alors, c'est pas tout à fait exact. En fait, ce qu'on fait, c'est que, donc on nous l'explique bien là dans l'extrait, on fait des collisions de particules et l'énergie de ces collisions est comparable aux énergies qui sont en jeu quelques fractions de seconde après le Big Bang. Cependant, les conditions ne sont pas les mêmes que pendant le Big Bang. Là, on a une collision. Dans le Big Bang, il y a de la matière partout. On est dans un bain thermique. Ouais. Et puis surtout, il y a une grande différence entre des particules qui sont en expansion dans un espace-temps qui lui-même est statique et des particules qui se diluent parce que l'espace lui-même est en train de se dilater. Et ça, c'est des choses qui sont complètement différentes. Heureusement qu'ils n'ont pas recréé l'expansion de l'espace à l'intérieur du CERN parce que dans ce cas-là, vous imaginez, le prix du mètre carré aurait vraiment chuté à Genève. C'est ça, effectivement. Alors, on parlait tout à l'heure de cet instant zéro. En tout cas, vous nous expliquez que finalement, le Big Bang, c'est la limite de ce qui est observable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'après, les lois même ne répondent plus. Donc, c'est la limite, dans le cadre de ce modèle théorique qui est basé sur la théorie de la relativité générale, c'est là où on arrive finalement à ce qu'on appelle une singularité. Ouais. Voilà. Donc, avant, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Et donc, il n'y a pas besoin de se poser dans ce cadre-là, même la question de l'avant. C'est une question... Ah non, dans ce cadre-là, il n'y a pas besoin de se poser la question de l'avant, puisque il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. On a une structure comme ça qui est existante. Et est-ce qu'on peut concevoir que c'est effectivement, il y a cette structure dont il parle, eh bien, c'est ce que les religions appellent le divin. C'est tout. C'est le principe créateur, le principe à l'origine de cette... Voilà. Alors, comment, si c'était rien, si c'était un véritable rien, un rien absolu, c'est-à-dire quelque chose où ça n'est pas ni du divin, ni des particules virtuelles, ni quelque chose, ni une énergie virtuelle, ni rien du tout, que de ce rien émergent les lois, le Big Bang et puis les lois qu'il comporte pour maintenir cet univers en parfait équilibre, avec expansion, avec etc., avec possibilité de créer la matière, de créer puis la vie à un certain moment, puis l'évolution, etc. Qui existe, qui est un espace-temps, et cet espace-temps a un bord. C'est ce que nous dit Catherine dans un message au cours d'une conférence, rappelle-t-elle. Albert Jacquard disait que se poser la question d'un début n'était pas pertinent. Vous êtes d'accord finalement avec ça ou pas? Alors, maintenant, tout va dépendre du cadre théorique dans lequel on se pose cette question. Parce que là, je vous ai dit, on est dans le cadre de la relativité générale, mais on a vu que plus on se rapproche de cette singularité, plus les énergies mises en jeu sont importantes, et plus d'autres effets physiques qu'on appelle les effets quantiques vont être importants. Et on se rend compte, et là on peut faire un petit calcul d'ordre de grandeur, ce que font souvent les physiciens avant de faire des grands calculs, se dire quand est-ce que ça se passe cette chose-là? À quel moment est-ce que je ne peux plus croire dans ma théorie de la relativité générale pour décrire la gravitation et pour décrire l'espace et le temps? Et on arrive à construire une énergie typique ou un temps typique à partir de 3 constantes fondamentales qui sont la vitesse de la lumière, la constante de Planck et la constante de gravitation. Et c'est le fameux temps de Planck, distance de Planck, énergie de Planck. On peut leur associer une température, la température de Planck. Et au-delà de ces températures-là, eh bien, la description que l'on fait nous-mêmes de l'espace-temps n'est plus valide. La relativité générale va devoir être remplacée par une théorie de la gravitation qui prend en compte les effets quantiques, donc ce qu'on appelle une théorie quantique de la gravitation. Est-ce que c'est là finalement qu'on peut inscrire notre question, qu'on se pose ensemble cet après-midi? Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? C'est dans cette temporalité-là que vous décrivez alors? Tout à fait, parce que ce que nous dit donc cette singularité, elle nous signale surtout un horizon de la théorie, un horizon de ce qu'on est capable d'expliquer dans ce cadre-là, et donc elle signale le domaine de validité de la théorie. Et dans cette théorie-là, qui est un domaine de validité, on voit apparaître ce Big Bang. Maintenant, on va changer la théorie, on va l'étendre. Question, est-ce que cette singularité persiste ou est-ce qu'elle va être remplacée par autre chose, peut-être une histoire qui peut continuer. Donc on a parlé de rebond tout à l'heure, il y a un certain nombre de modèles dans lesquels on a finalement un rebond. Et donc si vous avez un rebond, eh bien il y a une histoire avant le moment où si vous laissez tomber une balle, vous la voyez, elle a rebondi sur le sol, vous l'avez montée, mais en fait avant il y avait une phase de chute et il s'est passé quelque chose. Est-ce que ces théories sont capables de le décrire de façon cohérente dans leur cadre théorique, premièrement, et deuxièmement, est-ce que ces descriptions vont être en accord avec ce que l'on sait
après, là où on a les observations, c'est-à-dire dans notre univers aujourd'hui. Ouais. Mais est-ce que ça, c'est finalement une quête absolue d'essayer de tout mettre en accord, ou est-ce qu'il faut se dire que de toute façon, on va inventer de nouvelles théories qui ne ressemblent en rien à ce qui existe aujourd'hui, parce que les choses ne correspondent pas entre elles? Alors, on va inventer des nouvelles théories, mais on ne va pas les inventer au hasard. Et il faut que ces théories, quand on va rentrer dans le domaine de validité des théories qu'on applique, la mécanique quantique d'un côté et la relativité générale, que ces théories soient en accord avec ces théories qui sont très bien testées par ailleurs. Et donc, on voit qu'on n'a pas une liberté absolue. On a des éléments, et à partir de ça, il va falloir trouver une théorie plus générale, une théorie à plus haute énergie, une théorie qui va englober la description précédente. Alors, elle va l'englober en termes des explications et des prédictions théoriques dans ces régimes-là, mais peut-être pas dans la façon de concevoir le monde. Par exemple, prenons un exemple simple. Quand Einstein formule la relativité générale, quand je suis à la surface de la Terre et que je regarde des objets tomber, eh bien, les prédictions de la relativité générale sont identiques à celles de Newton. Mais pour autant, il n'utilise pas le même langage. Il n'utilise plus le langage de force. Il n'utilise plus le langage d'accélération. Il va utiliser un langage qui va être de géométrie de l'espace-temps, de géodésique, ainsi de suite, d'autres objets mathématiques. Et donc, le fait de changer de théorie fait que parfois on peut avoir une rupture conceptuelle, mais on doit avoir une certaine continuité dans les théories, parce que les expériences doivent aussi être expliquées par la nouvelle théorie. Brigitte nous dit: je ne suis pas du tout scientifique, mais je me dis qu'il y a forcément eu quelque chose avant le Big Bang. Si à cet instant crucial la matière était hyper concentrée, je suppose que cela est dû à un phénomène de contraction inverse à celui que nous connaissons actuellement de dilatation de l'univers. Pourquoi ne pas envisager que l'histoire de l'univers n'est qu'une succession de contractions et de dilatations, un peu comme le soufflet d'un accordéon? Dieu serait donc un accordéoniste. Oh là, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, Dieu? Ça avait bien commencé. Bon, pour l'instant, on ne va pas l'invoquer. Oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce qu'il vient faire là, Dieu? Ça avait bien commencé, etc. Voilà. Le type de problème, à mon sens, pour le scientifique. Mais le scientifique peut pas... Ils ont peur de se décrédibiliser en parlant de Dieu, et c'est clair qu'il y a une telle appréhension, un tel rejet de cette idée pour des milliers de raisons, aussi mauvaises les unes que les autres, globalement. Après, il y en a quelques-unes de bonnes, bien sûr. Mais voilà, c'est le problème. Mais à la fin, il dit bien, on ne va pas commencer, on va pas le faire maintenant, d'invoquer Dieu. Mais il y a un moment où, à mon sens... Parce que, on va pas l'invoquer pour l'instant, mais... On va pas l'invoquer. Contraction-dilatation. Contraction-dilatation. Cette idée-là, elle est intéressante. Tout à fait. Donc, déjà dans les années 30 et dans les années 40, quand les gens ont exploré les solutions de la relativité générale, ils ont trouvé qu'il y avait des solutions qui partaient d'une fameuse singularité, qui l'espace rentrait en expansion, arrivait à un maximum et rentrait dans une phase qu'on appelle de collapse, donc où l'univers se recontractait sur lui-même pour aller vers un Big Crunch. Et il y a un certain nombre de personnes qui se sont dit, voilà, on a un cycle, on peut s'amuser à coller ces cycles les uns aux autres. En particulier, Georges Lemaître avait eu ses univers phénix, Georges Gamow aussi avait popularisé ce genre d'idée, et on peut se dire, c'est pas impossible. Et c'est là où la grande difficulté va apparaître, c'est-à-dire que à partir des outils que l'on a, on va pouvoir créer des histoires qui sont des histoires probables, plus ou moins probables en fonction du corpus théorique qu'elles vont. Alors, mais ces histoires probables, c'est de la métaphysique, puisque ça n'est plus de la physique, c'est de la prospective, c'est de l'imagination. Et quelle est la différence entre l'imagination scientifique et l'imagination spirituelle? Les grands spirituels qui, à mon sens, ont imaginé, ont fait émerger l'idée de Dieu. Il y a des milliers d'années, les Moïse et compagnie, les brahmanes en Inde, les Bouddhas, etc., qui sont arrivés à imaginer un principe créateur, un modèle de création. Elle était basée sur de l'intuition, et l'intuition était basée, à mon sens, sur des états d'extase. Ils ont vécu un état d'extase, et dans cet état d'extase, ils ont compris des choses qu'on comprend quand on a fait l'expérience de l'extase. Pour l'avoir fait,
de façon accidentelle. Quand on fait l'expérience de l'extase, on comprend des choses, le corps comprend des choses que plus tard, après, l'esprit peut analyser et réfléchir et dire, bon ben, si j'ai ressenti cette chose-là, si mon esprit, mon corps se sont élevés à ce degré de sensation, c'est qu'il y a quelque chose à l'origine de l'univers qui est relatif à cette sensation d'amour absolu que j'ai ressenti dans l'état d'extase, par exemple. Et donc, je peux imaginer que le principe qui a créé cet univers, eh bien, c'est de l'amour absolu. Il est relatif à ce que je ressens dans l'état d'extase, par exemple. Et je pense que les grandes créations mystiques se sont faites après des expériences d'extase, des expériences que l'homme a senti quelque chose qui n'a rien à voir avec sa sensation ordinaire. Et l'expérience d'extase, elle peut venir c'est quelque chose de fréquent, mine de rien. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. Après une frayeur inouïe, après des choses, il y a un état d'extase qui va se poser, qui va venir quand on se sent en paix d'un seul coup, ou quand on se sent sauvé de quelque chose. Cet état-là, il peut monter, par exemple, à ce niveau-là. Il peut monter avec des produits, des champignons qui ont été essayés, ou les premiers hommes qui ont fait ces expériences sans le savoir, etc. Où ça a pu monter comme ça tout seul. Voilà, moi, l'expérience que j'ai faite, elle est venue comme ça, brutalement. Enfin, brutalement, doucement, mais sûrement. Et je me suis retrouvé dans cet état d'extase. Je ne savais pas du tout ce qui se passait. Je l'ai compris quand j'en suis sorti. Mais quand j'étais dans cet état, je l'ai vécu. Je n'ai pu que l'incarner, cet état-là, par exemple. Et donc, je pense que c'est aussi rationnel d'imaginer le principe créateur comme ça, plutôt que les scientifiques cherchent des solutions en partant des données actuelles. Ils essayent de comprendre ce qu'il y a derrière, mais ils ne peuvent pas faire autrement. Voilà, et le spirituel ne peut pas faire autrement que de réfléchir à ce qu'il y avait avant le Big Bang. Et le scientifique ne peut pas faire autrement que de réfléchir, que de chercher des solutions, que d'imaginer des solutions pour comprendre ce qu'il y avait derrière le mur de Planck, derrière le Big Bang. Voilà. Alors, je vais arrêter là pour cette vidéo. Si vous pensez qu'il y a de l'importance, de l'intérêt à essayer de comprendre où nous allons, eh bien, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis de ces vidéos, vous pouvez, et le lien du site mécaniqueuniverselle.net, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net, il y a toujours les liens sous les vidéos. Vous pouvez laisser des commentaires, ça augmente la visibilité, et vous pouvez éventuellement participer à l'évolution du site Mécanique Universelle si vous avez des compétences techniques ou philosophiques ou scientifiques. Voilà, vous êtes les bienvenus, vous me contactez et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, en tout cas, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt.